J'ai explosé la vitre, j'ai la main en sang, je prends du sopalin ou je sais pas quoi, que je m'entoure autour de la main parce que ma compagne était allée dehors parce qu'elle était vénère aussi. Et puis je vais nettoyer le verre, quoi, parce qu'il y a du verre qui est pété par terre et que j'ai pas envie que les gosses se fassent mal. Puis ma compagne elle me voit, elle me dit mais qu'est-ce que tu fous là? T'as la main en sang là, mais t'es débile. Et c'est quoi la prochaine étape là? Tu vas me taper moi, tu vas taper les gosses? Ça m'a fait mal d'entendre ça. Je comprends sa réaction, mais ça m'a fait mal d'entendre ça parce que ça me rendrait malade de m'imaginer faire ça. Ça me rendrait, mais ça me donne envie de gerber de penser à lever la main sur mes gosses avec la violence que j'avais là. Tu comprends qu'elle ait peur de ça à ce moment-là. Et puis elle me dit, tu dégages de la maison. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Ludovic, salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Je suis heureux d'être venu jusqu'à toi, à Toulouse, à la Ville Rose. Ça fait plaisir. Tu m'as envoyé un mail pour me raconter un petit peu ta vie de papa. Qui a l'air d'être tumultueuse par plein d'aspects et en fait tu me racontais aussi que c'était, enfin tu vas raconter un petit peu, mais que globalement ta vie de papa t'a aussi amené à t'écrouler là il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ouais. C'est ça. Il y a fin septembre. Ok, donc t'es encore dedans là. Je suis encore dedans, mais là vraiment c'est en train d'aller mieux. Okay. Je me reprends, je repense un peu plus à moi. Okay. Je suis moins dans le côté sacrificiel avec, tu sais, l'éducation judéo-chrétienne de Jésus qui se sacrifie, etc. pour que les autres ça aille. Enfin bon. T'as une éducation religieuse? Oui, c'est vrai. Enfin, j'allais dire non parce que de manière générale, je pense de manière plutôt athée. Ouais. Mais j'ai été enfant de cœur jusqu'à 12 ans. Ah ouais, j'ai les photos de profession de foi, etc. où j'ai une tête de cul, une croix et une aube, c'est magnifique. Mais ça en dit long. Hein, ouais, mais je sais pas si c'était l'époque qui faisait que on était un peu tous dans le moule. Comme là, il y a beaucoup de nouvelles pensées où on veut pas faire l'éducation comme nos parents parce que on trouve que c'était trop à l'ancienne, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec la religion où peut-être pas nos parents, mais surtout nos grands-parents qui étaient réellement ancrés dans le fait d'aller à la messe à 10h et tout, le dimanche. Ouais. Enfin bon. Maintenant, à 10h, c'est McFly et Carlito. Bien joué. C'est un autre style de messe. C'est ça. Et donc, ouais, mais c'est très bien parce qu'en fait, on va faire, je crois, à mi-chemin, un épisode entre Histoire de Daron et Histoire de Mec, parce que je sais pas si tu connais d'autres podcasts que j'ai, là. J'ai vu que t'avais plein de podcasts, mais j'ai écouté que Histoire de Daron. J'ai vu également, je me suis mis en favori pour écouter plus tard, pas forcément Histoire de Mec, mais Histoire d'argent. Ah. Parce que, c'est pareil. On va en parler.
T'as l'air d'avoir des histoires aussi. J'ai des histoires, mais j'ai surtout, on va dire, des façons de faire qui sont un peu d'une certaine espèce que tu as déjà rencontré avec un des papas que tu avais reçu dans les tout premiers Histoires de Daron, qui était Manu, qui avait eu des problèmes pour avoir des enfants, et puis au final il avait eu des jumeaux, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Et donc je suis de l'espèce des ingénieurs qui font des tableaux Excel. Oui. Mais là, ouais, j'ai des tableaux Excel, c'est un truc de délire. Ok. Et pour la gestion des finances, bah forcément, quand tu te retrouves, bah on en reparlera plus tard, mais dans des situations financières un peu, comment dire, pas précaires, parce que bon, moi, je vais pas abuser, parce que un salaire d'ingénieur, ça reste quand même bien, mais là, pendant un moment, on en reparlera plus tard, mais c'est plutôt les dépenses que vous avez, c'est ça? Ma compagne était en congé parental, pardon. Et le congé parental, c'est juste une vaste blague, hein, les aides. C'est 400 €, et même si t'as un bon salaire à côté, ouais, un salaire plus 400 € pour faire vivre une famille, sachant qu'on a eu plein de merde sur cette période-là, c'est compliqué de tout gérer. Bref, d'où le fichier Excel pour la gestion d'argent, et d'où le suivi du podcast, enfin la mise en favori pour écoute plus tard du podcast sur l'argent. J'allais plutôt dire d'où le burn-out, mais bon. Ouais, c'est le côté carré, le côté à vouloir que tout fonctionne bien, effectivement, tout soit parfait. Là, ouais, depuis 3-4 mois, le leitmotiv, c'est lâcher prise. Ça aide un peu à lâcher prise, quoi. Ouais, et puis penser à moi, penser à mon bien-être, plutôt que de me dire il faut que. Et ça clairement, ça m'a bouffé. Et je l'ai vu sur plusieurs témoignages que de personnes qui ont fait des burn-out. C'est toujours l'idée par il faut que, je dois, etc. Et au final, à te dire, je te le disais tout à l'heure, hein, on a des vies qui vont à 100 à l'heure, et au final, on prend jamais le temps de se poser. Et ça bouffe. Et toi, l'un des moments que tu prends pour te poser, c'est d'être avec ta fille, donc c'est ça? Le lundi après-midi? C'est ça, le lundi après-midi, là, je le prends tout l'après-midi, mais en réalité, je vais la chercher normalement qu'à 4 heures pour aller l'amener chez la psychomote. Okay. Mais je me prends tout l'après-midi pour pouvoir avoir la possibilité de la prendre à la maison pour qu'elle fasse la sieste, parce qu'elle fait mieux la sieste tranquille, dans le noir, toute seule, qu'à l'école. Donc ta petite fille qui a 4 ans, mais on va en reparler. Et t'as aussi un garçon qui a 6 ans, c'est ça? 6 ans, ouais. Et aujourd'hui, toi, t'as 30... Moi, j'ai 34. 34 ans. On va parler de toute ton histoire, parce que ça a l'air il y a plein de choses. Mais avant ça, je voudrais savoir un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir père? Ah, ça y est, on part sur la trame. Ah ouais. Ouais, c'est que là, je l'ai pas sorti, mais comment dire, quand j'ai su que tu venais sur le mois là, sur Toulouse, je me suis dit bon, il y a quand même quelques trucs que j'ai pas envie d'oublier, et j'ai fait un paquet de notes, et bon, je me suis dit je vais pas les lire parce que ça fera pas un truc intéressant, mais je les garderai pour plus tard. Donc je vais suivre la trame, je me laisse porter, et puis après on verra. Du coup, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être papa? En soi, comment dire? Rien. Non, c'est je savais que je voulais être père plus tard, mais pas forcément par une conviction intense ou autre, parce que quand j'étais pas père, j'étais ce mec dans le train qui va gueuler et râler parce qu'il y a un gosse là qui vient piailler et que ses parents ils le gèrent pas. Aujourd'hui, comment te dire? T'as changé d'avis? Ouais, il fait bien comme il peut, hein, le parent qui est à côté de l'enfant. Et du coup, en fait, ça faisait, je sais plus, ça devait faire 3 ans qu'on était ensemble avec ma compagne à l'époque. Et puis à un moment, je sais plus exactement, ça paraît flou parce qu'il y a eu tellement de choses depuis. Elle me disait qu'elle ça commençait à lui donner envie d'avoir un enfant. Elle me disait j'ai fait un rêve l'autre coup, j'imaginais entendre des petits pas là, tac 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 qui arrivent derrière moi là, quand je suis en train de faire un gâteau dans la cuisine. Je sais plus ce qu'elle m'a raconté, mais il me semble que c'était un rêve prémonitoire orienté dans la cuisine, c'est ça, et des petits pas, et puis qui faisait maman, un truc comme ça quoi. Et moi à ce moment-là, je me suis dit bon, en fait, en réalité, t'es bien installé dans ton couple, t'es stable au niveau de ton taf, c'est bien, tu profites de la vie de manière générale. Bon, pourquoi pas, mais ça, c'est quand même un pas, quoi. Donc, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas, comment tu fais?
Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rapproché de collègues à l'époque parce que qui avaient peut-être 5-10 ans de plus que moi et qui avaient des enfants déjà. Ok. Et avec qui je m'entendais bien. Et puis je lui ai dit, mais toi, c'est quoi qui t'a fait devenir père? Et il m'avait dit, bah ouais, pareil, on était installés et tout, j'étais bien. Je me disais que ouais, ça pouvait être cool de passer à ça, de partager. J'ai une amie hier qui me disait que, pardon, je dérive, hein, mais qui me disait le fait de faire des enfants, c'est aussi partager son patrimoine génétique. Donc j'ai voulu être généreux et partager mon patrimoine génétique. Pas mal. Je sais pas si je fais un gros don à la société, mais en tout cas. Est-ce que c'est généreux ou c'est égoïste? Tu vois, je me demande toujours un peu s'il n'y a pas un truc très égocentrique, tu vois, de diffuser au contraire, tu vois, c'est ça. D'avoir envie d'en mettre partout. C'est crade. Non, mais c'est vrai. Le plus possible. C'est toi qui vois un truc crade. Moi, je vois pas ça comme crade. Je vois très bien pourquoi tu trouves ça crade. Oh, dis donc, les mecs. Et ouais, du coup, ce collègue-là, il m'avait dit, en fait, je me suis imaginé faire enfin, un cliché, hein, mais je me suis imaginé faire du foot avec mes gosses ou vouloir vraiment jouer avec eux. Et je voulais avoir encore la patate quand ils allaient être dans du 10-12 ans où ils sont vraiment à fond sur ce genre de choses-là, où ils commencent à tâter un peu plus que quand ils sont petits, tu les suis quand même assez facilement. Ouais. Mais quand ils commencent à être ados et être un peu plus proche du préadulte, si t'es un peu plus vieux, c'est plus compliqué. Et moi, je vois mon père, il m'a eu à 42 ans, donc c'est quelque chose que moi je m'imaginais pas parce que je voulais justement pouvoir suivre le rythme. Et à l'époque, du coup, j'avais quelque chose comme 27, 28. Et du coup, ça m'a convaincu. Je me suis dit, le moment il est peut-être là. Et puis ça le fera. Et puis j'étais amoureux, j'étais dans mon couple installé. Moi, ça m'allait. Ok. Donc c'est pour ça que je dis rien, tu vois. C'était pas un franc convaincu de j'ai toujours adoré les gosses, parce que faux. J'ai toujours voulu, comment on dit, popouner, faux. Donc voilà, il y avait eu ce collègue-là, et puis comment après on dit déjà? Ah oui, j'aime bien comment tu cherches. Ouais. Et puis j'avais fait aussi là juste après avoir discuté avec ce collègue-là des vacances en famille, et puis j'avais vu ma sœur avec sa fille qui était née quelques mois auparavant, et puis je me suis dit quand même que c'était cool. Voilà. Ok, bon, très bien. Comment s'est passée cette première grossesse pour toi? C'était compliqué, mais bien à la fois. Compliqué parce que, comme je te disais dans mon mail, en fait, à l'époque, je vivais à Dijon. Et Dijon, Toulouse, si on voit à peu près sur une carte de la France, c'est la grande diagonale du vide où il y a très peu d'autoroutes et où c'est la merde, pas possible pour y aller. J'allais dire, il y a même pas un train qui fait Dijon-Toulouse, non? Si, mais il passe par Lyon, Montpellier, etc. Donc il fait le crochet là, Okay. où tu passes tout l'est et puis tu descends. Ouais. Et du coup, c'est 700 bornes à peu près. Et du coup, pourquoi je dis Dijon et Toulouse et pourquoi je parle de la distance, c'est parce que en fait, donc ma compagne est tombée enceinte. Et puis au final, quelques années plus tôt, elle avait voulu postuler à un poste parce que elle voulait, elle regardait un peu du côté de Toulouse ce qui se faisait parce qu'elle est originaire de là. Et elle avait contacté quelques boîtes et pas trop de retours. Et puis au final, on avait abandonné le projet de retourner sur Toulouse parce que moi-même j'avais fait mon stage de fin d'études à Toulouse, je connaissais la ville, mais j'ai rencontré ma compagne à Dijon. Enfin, bref, et c'est un peu un bordel, mais bon, bref, elle a pas eu beaucoup de mal à me convaincre parce que je connaissais déjà la ville. Et du coup, au final, autour des 2 mois, un truc comme ça là, de grossesse, elle s'est faite recontacter par une des boîtes avec qui à qui elle avait envoyé un CV, etc. Et puis ils lui ont proposé un gros poste à responsabilité et tout. Il y avait un vrai gap de salaire. Je crois qu'elle prenait un truc genre 40%. Ah oui. Voilà, donc ça te fait réfléchir. En plus, elle était enceinte. Son frère et sa belle-sœur qui avaient 2 enfants à l'époque habitaient à Toulouse aussi, donc c'était une motivation pour
pour retourner sur Toulouse. Sa mère habite à Toulouse et tout ça, donc on va dire faire grandir les cousins ensemble et tout, avec la grand-mère et tout. Ça lui projet de plaisait famille, bien. quoi. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, elle me dit j'ai 1 mois de préavis. Et du coup, à 4 mois, donc 4 mois de grossesse, je l'ai déménagé de Dijon à Toulouse dans une pauvre C3 où on a foutu la moitié de la maison dedans. Laisse tomber comme elle était blindée cette bagnole pour faire 700 bornes. Et puis voilà, j'ai passé un week-end et puis salut, je l'ai posé chez sa mère enceinte de 4 mois et puis je suis retourné au taf. Ensuite, j'ai posé ma DEM. Je sais plus si je l'ai posé tout de suite ou pas, mais il y a peut-être 3 semaines, 1 mois qui se sont passés avant que je pose ma DEM. Et puis moi, j'avais un préavis de 3 mois. Du coup, là, j'ai bougé 3 mois plus tard de Dijon pour aller sur Toulouse, en cherchant un travail en parallèle avec 700 bornes de différence, etc. T'as quasiment pas vu ta femme enceinte, en fait, alors, c'est ça? En réalité, si, puisque donc tous les 2 week-ends, j'avais pris 1 jour de congé en plus pour prendre 3 jours pour faire l'aller-retour Dijon-Toulouse. Waouh. Autant te dire que niveau énergie, c'était sympa à ce moment-là. Donc grossesse à distance, un aller-retour toutes les 2 semaines et tout, donc c'était compliqué logistiquement parlant. Et toi, ça t'a permis de pouvoir te rendre compte que ça y est, t'allais devenir papa, ou alors c'est déjà compliqué pour les darons, tu vois, et je me dis que là, il y a honnêtement, je pense que le moment où tu t'en rends compte, c'est quand il est là. Hein. Ah ouais, pas pour tous les pères. Hein, ouais. Pour toi, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Mais après, là, justement, c'est aussi ce qui m'a fait beaucoup de bien là dans ton podcast là quand je me suis mis à l'écouter, c'est de voir que qu'il y a vraiment chacun qui aborde la grossesse à sa façon. Et je sais qu'il y en avait, j'ai plus les noms de ceux qui avaient fait chaque chose, mais il y a ceux qui vont se renseigner à fond, avoir vraiment à telle semaine, il fait telle taille, à telle semaine, il est en train de pouvoir entendre et tout. En fait, moi, au niveau de tout ça, j'ai ma compagne. Ma compagne, elle fait tout ça. C'est vraiment, comment dire, elle adore lire. Et tout ce qui est gestion de la bibliographie et tout, elle c'est son truc. Moi, c'est ce qui m'a toujours fait chier dans mon taf, c'est de devoir documenter ce que je fais, même si je le fais, mais concrètement, si j'ai les infos un peu prémâchées, ça me va bien, quoi. Donc, je préfère l'expérimentation et puis ça me va bien. Okay. Et du coup, donc, elle me disait, voilà, tu vois, il commence à entendre. Et du coup, moi, je pense comme beaucoup de papas, je me suis mis à parler à son ventre, quoi. Okay. Ou ce genre de choses-là, ou les premières fois où elle l'a senti bouger avec les mains, forcément, j'ai mis les mains et tout. C'était trop cool là, vraiment. Le côté logistique, etc., c'était compliqué, mais la grossesse, elle se passait bien, il grandissait bien, tout vraiment allait tranquille, quoi. Okay. Et c'était détendu malgré ces conditions compliquées. Comment s'est passée la rencontre avec c'était ton fils, donc tu savais que c'est mon fils, ouais. Je savais que ça allait être un garçon. La rencontre avec mon fils. Ouais, j'ai eu, juste avant d'aborder la rencontre, j'ai une petite anecdote. C'est donc en gros là, on nous avait fait les cours de préparation à l'accouchement, etc. en me disant quand les premières contractions arrivent, tranquille, vous avez le temps et tout. Donc non, je vais pas te raconter un accouchement dans une voiture, t'inquiète, ça. Ça me va. T'as déjà eu, hein, je sais. Et du coup, là, on a pris le temps. Je crois qu'il était 9h du mat, donc on avait pris le temps de bien petit-déj, de bien manger et tout. Enfin, je crois qu'elle avait pas forcément... S'il y avait peut-être quelques contractions, mais surtout, elle avait fissuré la poche des os. Okay. Et du coup, on a pris notre temps de bien préparer, de bien prendre la valise qui était prête depuis quelques temps. On a bien pris le temps de bien manger, de faire toutes les choses tranquillement. Et puis, on n'était pas trop loin non plus. On n'avait même pas un quart d'heure pour aller à la maternité. On est arrivé et puis là, on nous a dit,
bon, bah, vous avez fissuré, du coup, faut qu'on vous surveille, donc on va vous mettre en chambre. Par contre, bah, c'est pas pour tout de suite, quoi. Et du coup, on a passé la journée à mater des épisodes de Bones sur la tablette et tout, et puis pas grand-chose, quoi. Puis vers 18h, ça commençait de faire les contractions là. Ça a peut-être bougé. Et puis de plus en plus rapproché, de plus en plus douloureux. Et puis là, je l'ai vu en douleur et tout, à essayer de se soulager dans toutes les positions avec son ballon de yoga et compagnie. Et toi, moi, j'étais posé dans un fauteuil club en face d'elle à me dire mais putain, mais qu'est-ce que je peux faire là? Je la vois souffrir et je me sens mais comme un con, quoi, et inutile. Et c'est dur de voir sa compagne souffrir, hein, et puis de dire ouais, là, ça va aller. Et puis du coup, ça a duré un peu quelques temps. Après, on est allé dans la salle d'accouchement. Et dans la salle d'accouchement, la dilatation, ça commence, mais ça met un peu de temps et tout. Minuit, 1h arrive, toujours rien et tout. Bon, moi, j'étais claqué et tout. Et puis je m'étais posé dans une chauffereuse qu'il y avait à côté, et je me suis endormi. Et puis vers 2h du mat, moi je ronflais comme un sonneur. Il y a le gynéco qui arrive, et puis ma compagne qui venait de percer la poche des os toute seule là, elle a entendu une grosse flaque se faire au sol, et moi je ronflais comme un sonneur à côté. Putain, les mecs. Et puis on n'est pas prêt. Ça va, il est bien. Hein, ouais, il est posé et tout. et au final, ouais, du coup, mon fils est arrivé vers 6h du mat. Okay. Donc 9h du mat. La veille, se poser après. Franchement, on était quand même bien, on était confort. Et puis sorti à 6h du mat. Et puis sorti en 2-3 poussées. Et là. Ah ouais, non, mais là, enfin, je suis difficile, je pleure difficilement, mais là, enfin, je l'ai vu sortir, laisse tomber, mais j'étais une madeleine. C'était un regard, mais le regard amoureux, les yeux mouillés, la bouche vers le bas, je suis heureux. Et puis ma compagne, elle m'a vu, et puis plus tard, elle m'a dit, mais le regard que t'as eu quand t'as vu notre fils pour la première fois, mais je savais qu'il était là. Je l'oublierai jamais. Et ouais. Et puis après, les premiers moments, t'arrives comme ça, tu commences à l'habiller, ils font les premiers soins et tout. Donc ouais, c'était un sacré truc. Et puis t'as les jours à la maternité et tout, on commence à t'apprendre un peu à comment faire aussi, parce que t'as jamais fait. Et je pense que j'ai encore la vidéo du premier change que j'ai fait de mon fils. Je pense qu'au bout de 3 minutes, il avait toujours son body à peu près sur lui, et la couche n'avait pas bougé. Je crois que là, je serais capable de te faire les yeux fermés avec une seule main en 30 secondes, habillé, pesé, quoi. Bah, il y a une forme d'expertise qui se développe. Ouais, voilà, je suis expert en couche. Expert en couche. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut passer à la naissance de ta fille? Ouais. Du coup, pour la naissance de ma fille, on était pas de logistique à la Mort-Moelle-Neuve, mais on était dans notre maison là où on a emménagé il y a 5 ans. Donc maison qu'on a achetée et tout, donc la suite logique, on va dire de la checklist. Ouais. Le Labrador, c'est bon aussi? Non, on n'a pas de jardin. Mais on a un chat. Allez. Ouais. Et du coup, donc là, la grossesse plus tendue, quoi. Ma compagne sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Elle savait pas quoi, mais elle sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Et puis la grossesse se passe, ça avance. Puis à un moment, on se dit, mais t'as fait le test glycéro là pour le diabète? Ben non. On va en parler à notre gynéco quand même pour voir, parce que là c'est censé être un peu tard. Hein. Et du coup on a fait le test, et donc diabète gestationnel comme pour le premier.
Et pour le coup, là, il disait, bon, pour le moment, avec la courbe de poids, le bébé, il est annoncé à 4,5 kg. Waouh. Ah. Soit environ un beau bébé. Ouais, un beau bébé. Et du coup, donc là, le régime alimentaire suffisait pas, donc on a dû passer aussi avec le côté insuline de temps en temps pour éviter le côté diabète. Et du coup, là, ça s'est quand même globalement bien passé. À un moment, elle commençait à être quand même un peu grosse, et ils ont dit ouais, là, faudrait qu'on déclenche. Après, c'était largement bien. Je crois qu'on devait être 2 semaines avant le terme, donc c'était largement bien. Et du coup, il y a le gynéco qui a fait une manip pour déclencher. Mais c'est une manip avant les trucs d'ocytocine et compagnie. Je sais plus, je dis ocytocine. Ça se trouve, je me trompe dans les termes. Je crois que c'est ça. Voilà. Avant ça, là, donc c'est une manip où font. Ça tombe, c'est pas du tout ça, tu vois. Je me dis, il y a des darons qui sont en train d'écouter, qui disent putain, les deux mecs, qui sont complètement à la masse. Désolé, ma culture s'arrête là où mon téléphone me la donne. Non, mais j'ai des notions des fois et quand j'ai doutes, je sais chercher, mais je vais pas les faire là par principe. Et ouais, donc là, en gros, il te fait une sorte de décollement de l'utérus, quoi. Enfin, pas de l'utérus, mais du. Oh putain, j'ai dit de la merde, ça y est. Un décollement qui fait que ça permet en gros au bébé de descendre, quoi. Ok. Voilà. Je suis désolé pour les termes. Et du coup, les contractions ont démarré l'après-midi même. Je crois que on a fait le rendez-vous à midi. Les contractions ont démarré à 3h ou un truc comme ça. Donc j'ai commencé à bouger, rentrer à la maison. Par contre, je suis à la campagne et je travaille proche de Toulouse, proche du centre de Toulouse, donc ça met un peu de temps pour revenir, peut-être 20 minutes, une demi-heure. Et du coup, on se prépare et tout, mais elle a des contractions et tout. Et on va à la maternité. Et là, ils font le premier examen dans la salle, un peu en ambulatoire là, dans les maters. Et puis ils disent là, vous êtes pas du tout dilaté. Allez marcher un coup. Là, ça descendra un peu. On est allé se faire un gros kebab juste à côté. Donc là, le kebab juste pré-accouchement, franchement, le kebab était bon, mais le lieu était un peu lugubre. Et ça, c'est un souvenir. C'est assez rigolo de se rappeler de ça. Et puis on est allé marcher tranquillement. On a une photo sur un pont, je sais plus quel pont c'est, mais qui traverse la Garonne et tout. En mode ouais, on va accoucher. Enfin, moi, je suis bien placé. Hein. J'ai le beau rôle là-dedans. Enfin, oui. On l'a tous. C'est ça. Le beau rôle. C'est ça. Et après, on y retourne. Ça commence à se dilater. Du coup, on nous installe. Je me rappelle plus forcément le détail là pour le coup, mais on nous installe et tout. On est bien. Péridurale. Ouais, d'ailleurs, au niveau de la péridurale, l'anesthésiste. Bon, ça va piquer ma petite dame. Oh putain, mon gars, t'as 30 ans, t'es plus jeune que la femme que t'as accouché et tu l'appelles ma petite dame, t'as vécu dans quelles années, quoi. Ah oui. Ah bon, bref, pardon, mais ça, c'est ça. Ouais. Il y a des petits trucs, même à ces moments-là, ça pique et ça fait chier. Tu lui as dit? Non, parce que ouais, c'est le corps médical, tu vois, il sache. Ouais, ça n'empêche pas de bien parler, quoi. Tu vois, tu peux être compétent médicalement et puis juste être respectueux, quoi. C'est ça. Et bon, bref. Ma petite dame. En plus, c'est vraiment une phrase de vieux, quoi. C'est ça. De vieux bouc. C'est ça. De boucher. Non, mais c'est vrai. C'est une phrase de boucher ou de charcutier, quoi, tu vois. Alors, il y a le crochet qui arrive après. Qu'est-ce que je vous mets ça après, ma petite dame? Enfin, c'est vraiment, bon, bref. Et du coup, donc là, les contractions arrivent, les sages-femmes sont là pour nous aider. Et puis, ma fille descend vite, elles ont appelé le gynéco, mais il met du temps à arriver. Et donc, à un moment, le travail, il attend pas, quoi. Et en 2 poussées, c'est expulsé. Enfin, ma fille expulsée.
Oui. Oui, Ta fille née, tu veux Oui, dire. ma fille née. Oui, Putain. pardon, c'est comme ça qu'on dit. T'en parlais comme un morceau de viande. Bah oui, 4 kg 330, 54 cm. Waouh. Ok. Un bien beau bébé, quoi. On lui a mis du 3 mois à la naissance. Ah ouais. Voilà. Elle a poussé un cri, mais du genre, enfin, c'était pas un cri de nourrisson, quoi. C'était chaud. Et moi, je l'ai vue, je l'ai prise dans les bras et tout. J'ai fait le pot à pot. Mais c'était assez rigolo parce qu'en fait, elle est grande et plutôt longiligne. Après, sur les bébés, c'est un peu rare, mais elle avait pas ces bourrelets au poignet, au pied, etc. Et en fait, ça se voyait que c'était un bébé, tu vois, qui est pas musclé, parce qu'elle avait son bidou. Tu voyais son bidou, en fait, il tenait au niveau d'une base qui était pas très épaisse, et tout le dessus du bidou, il débordait un peu comme un flambi sur le côté tellement elle était, elle faisait 4 kg 3, quoi. Oui, c'est sur un beau bébé. C'est ça. Donc ouais, là l'émotion était présente aussi, le pot à pot, le regard, putain, tu tombes amoureux, quoi. C'est un truc de fou. Après, j'avais vu qu'elle avait un petit angiome au niveau du nez, ouais, on appelle ça aussi tache de vin un peu. Après, il était pas aussi foncé que ça, mais bon. Mais au final, c'est un angiome blanc qui a disparu plus tard, qui se voit encore un peu quand elle est rouge, hein, mais sinon ça se voit plus. Et voilà. Et donc là, ça se passe plutôt bien. Bon, elle a un peu du mal à téter, l'allaitement se passe pas très bien, du coup, on arrête assez vite. Ma compagne, peut-être 3 jours après sortie de la maternité, doit y retourner parce qu'elle a fait une mastite et que on a dû désengorger et tout. Et puis après, vu qu'elle avait arrêté l'allaitement, j'ai pas ce que c'est une mastite. C'est un blocage au final au niveau des canaux de lactation. Ok. Et c'est comme quand tu remplis un truc qui ne peut pas se vider, ça enfle. Et du coup, elle avait le sein enflé, rouge, avec les veines qui sortaient dans tous les sens. C'était, elle me disait en plus, c'était extrêmement douloureux, que c'est une des douleurs qu'elle a eues, qui lui a fait le plus mal, même par rapport aux contractions. Après, je sais pas par rapport à la péri et tout. Ouais. Mais bon, je veux bien la croire. On va la croire ici. Ça, ouais, j'ai pas l'expérience et je l'aurais potentiellement jamais. Enfin, je pense jamais. Bref, du coup, bon, le retour à l'hôpital, j'étais une vraie plaie parce que j'aime pas forcément les hôpitaux, j'aime bien le confort de chez moi et c'est elle qui avait mal et c'est elle qui était revenue à l'hôpital et je suis venu avec elle et puis notre fille et au final j'étais une plaie en fait, j'étais un boulet. J'étais un boulet parce que j'aimais pas les hôpitaux et je me plaignais d'y retourner, alors que c'était pas pour moi. Donc, on n'est pas très bon, hein, ça, les gars, avec les hôpitaux et avec l'environnement hospitalier, etc., quoi, tu vois. Désolé. Non, mais... non, mais désolé pour elle. Oui. J'imagine que vous en avez reparlé après, quoi. Oui. Mais je pense qu'elle m'en a bien voulu sur le coup, elle a bien raison. Voilà. T'as compris un peu pourquoi, avec le recul? Pourquoi j'ai réagi comme ça ou pourquoi elle m'en voulait? Non, pourquoi t'as réagi comme ça? Oui, qu'elle t'en voulait, j'imagine que t'as compris pourquoi. Juste, t'étais chiant, quoi. C'est vrai. Je sais pas, ouais, je suis très casanier et j'aime bien le confort de chez moi. Alors déjà qu'on nous avait fait 5 ou 6 jours à la mater au lieu de 3 parce que elle a perdu X grammes, du coup il faut absolument la nourrir et vu que l'allaitement se passait pas bien, il a fallu passer le bibi et tout. Bref, c'était compliqué, quoi. Donc ouais, ça c'était chiant. Si juste je diverge vite fait parce que ça me fait penser à un truc. Je suis désolé, hein, ça va être long à monter. Ça me fait penser quand je parle de elle a perdu quelques grammes, c'est mon fils sur les premières semaines de vie là, donc il devait avoir 1 semaine ou un truc comme ça. Tu sais, t'as les suivis avec la sage-femme régulier pour suivre le poids, la taille, etc. Et à un moment la sage-femme nous fait il a perdu 5 grammes. Il faut aller faire une prise de sang pour voir s'il va bien. 5 grammes. Ouais, il a pissé avant de venir, quoi. Et nous, parents affolés qui savons pas, etc. On y allait comme des cons, en plus avant que ça ferme, un vendredi soir ou un samedi soir, je sais plus, à 19h, enfin un truc délire, quoi. Et à 1 semaine ou 10 jours, il se faisait faire une prise de sang pour un truc débile, quoi. Bah oui, il allait bien.
Et ça, je voulais t'en parler aussi parce que je trouve que c'est vachement important de se dire qu'en fait, quand t'es parent, t'as beau pas avoir l'expérience, si tu le sens, tu le sais, et qu'il faut te faire confiance. Et même face à des soignants, et j'en parle aussi parce que ce sera important plus tard par rapport à l'histoire de ma fille, il faut savoir se faire confiance, s'imposer, savoir que tu connais mieux ton enfant que le médecin. Ouais. Comment va ta fille ? Ma fille va bien. Ma fille grandit, ma fille évolue. Après, comme je te disais, on est passé par quelques épreuves. Et c'était un peu le début de tout ça, où on a été aussi en quelque sorte privé des premiers temps très légers, quoi. C'est au début, elle faisait des reflux, et comme beaucoup de médecins, les médecins disaient ah oui, c'est fait des coliques. Oui, en même temps, là quand elle hurle juste après manger, c'est pas que de la colique parce que la digestion va pas aussi vite. Mais des reflux assez énervés. Et, elle a réussi elle faisait ses nuits à peu près à 1 mois et demi, mais en soi, c'était à se coucher tard et à se lever tôt quand même parce que ça lui faisait beaucoup mal. Et on s'endormait souvent en fait avec elle dans les bras en position assise pour qu'elle puisse être le plus à la verticale possible. Et donc du coup, à ces 3 mois, la semaine qui suit Noël, même juste 2 ou 3 jours avant Nouvel An, elle nous a fait une bronchiolite. Donc, bronchiolite sur un bébé de 3 mois, panique un petit peu, urgence pédiatrique à Purpan, là, à l'hôpital de Toulouse. Et je souhaite à personne de vivre le fait d'aller à des urgences pédiatriques, mais c'est un crève-cœur pour un parent. T'entends des enfants dans le couloir hurler « J'ai mal, aïe, aïe ». Bref, ma fille, là, à un moment, ils ont dû la perfuser, etc. Et puis ils essayent, sur un bébé de 3 mois de perfuser, c'est compliqué, les veines sont petites. Ils essayent 3, 4, 5 fois. Enfin, tu vois des trous dans la peau de ta gosse, là. Après, ils font appel à un anesthésiste, puisque les anesthésistes ont davantage l'habitude de faire des perfs compliqués. Et il a réussi à choper la veine et c'était bon. Mais ouais, voilà. Je sais plus, ils ont fait un autre truc. Ah oui, quand ils l'ont intubé, ils m'ont demandé de sortir. Ouais. C'est parce qu'il fallait qu'elle respire correctement. Du coup, ouais. Sur un bébé de 3 mois, il y avait 4 ou 5 fils reliés à des trucs percés dans sa peau et tout. C'était la cata. Quand tu as vécu là déjà de voir en fait, l'amener aux urgences, j'y étais parce qu'il faut, et puis parce que à un moment tu réfléchis pas. Enfin, s'il faut, t'y vas, quoi. Et puis il faut que ça aille mieux, donc tu le fais. Après, dedans, je te dis, entendre des enfants souffrir, c'est pas plaisant. Voir ma fille se faire manipuler comme ça, même si en soi, ils font leur taf. Oui. Et c'est compliqué, donc je vais pas leur en vouloir de ça. Mais c'est pas plaisant à voir. Et puis voir ta fille qui au final qui est pas sans fil, tu peux pas la trimballer comme tu veux. Pour la bercer, etc. Pour la bercer, j'étais obligé de rester à côté du berceau là, du lit à barreaux, et puis à tanguer sur moi-même parce que en fait, j'avais même pas 1 mètre de mou, quoi. Enfin, j'avais 30 cm, 40 cm de mou, à tout casser. Et puis en plus, là, par rapport aux moyens qu'il y a dans ces hôpitaux là pour ce type de choses là, on était dans une chambre double, donc 2 parents, 2 enfants. Et un parent à la fois uniquement parce que service pneumo. Là où tu peux, là pour le coup je vais pas me plaindre, on avait la chance de pouvoir dormir sur place. Après, pour dormir, c'était un siège de dentiste. Concrètement, la même dureté et le même allongement max. Donc j'ai pas passé les meilleures nuits de ma vie à cet endroit-là. On a alterné aussi avec ma compagne pour justement pouvoir aussi se supporter moralement, chacun tenir le rôle qu'on pouvait tenir pour que l'autre se repose un peu mieux aussi à la maison, et puis qu'on puisse aussi chacun voir notre fils tous les deux. Sauf que c'est un adulte max dans le service, les enfants c'est non.
pour éviter de ramener d'autres types de maladies, etc. Et pas faire sortir les enfants des hôpitaux avec d'autres maladies, quoi. Et donc, on avait, sur la semaine du Nouvel An, on avait 15 minutes sur le palier à discuter avec notre fils à côté pour pouvoir s'échanger les infos, là où on en était au niveau du suivi et tout. Et puis pendant une semaine, c'était comme ça. On se voyait un quart d'heure tous les 2-3 jours avec ma compagne. Bref. Et puis à un moment, suspicion de coqueluche. Donc sachant que le vaccin lié à la coqueluche, je sais plus quand il arrive, mais ça doit être peut-être 6 ou 9 mois. Pareil, désolé si je suis très approximatif, mais en tout cas c'est après les 3 mois. Ouais. Voilà, donc elle avait pas eu. Et vu que la coqueluche est très contagieux, ils l'ont isolée. Et donc ils l'ont mise dans une chambre seule. Nous, on avait le droit d'y aller, mais au moins, du coup, à ce moment-là, on a pu avoir une chambre sans le deuxième parent, sans le deuxième enfant. Et avec un fauteuil lit. Donc là, on a quand même mieux dormi ces moments-là. Même une fois, une nuit, les infirmières, elles ont eu pitié de moi, je m'étais endormi et j'enflais comme un sonneur, encore une fois. Elles ont géré un des soins que je devais faire pour ma fille à ce moment-là, quoi. Ok. Bon, c'est quand tu vois, enfin, je pense que je devais pas être le seul parent exténué dans le truc, quoi. Bref. Et du coup, donc arrive peut-être pas à la fin, mais arrive un moment bien avancé dans la semaine où il y a une interne qui me dit j'ai l'impression qu'elle est un peu molle, qu'elle manque de tonus. Et du coup, elle dit j'aimerais bien faire venir une neuropédiatre pour regarder. Donc la neuropédiatre est passée. Et elle dit ouais, je confirme, je vois une hypotonie, donc un manque de tonus au niveau de l'axe, donc vraiment tout ce qui est lié à la colonne vertébrale, le cou, la colonne vertébrale, etc. Et par contre, il y a la bronchiolite qui l'affaiblit vachement, donc je veux la voir dans un mois pour pouvoir confirmer le diagnostic. Bon, un mois plus tard, on la revoit et elle confirme le diagnostic, hypotonie de l'axe. Et du coup, pour traiter ça, elle nous a dit, en gros, 2 séances de kiné par semaine pour muscler dans l'ordre, pour la marche, le cou, le haut des épaules, etc. Enfin, tout le déroulé jusqu'aux jambes, quoi. Et bon, ma fille était déjà suivie depuis peut-être quelques semaines pour justement son reflux au niveau de la kiné, pour l'aider à s'enrouler correctement, parce qu'elle avait tendance justement avec la douleur à allonger son œsophage et donc à tirer la tête en arrière, à toujours être en hyperextension. Et du coup, donc on a poursuivi sur la même chose, mais juste un peu plus accentué. Et donc pendant 18 ou 20 mois, elle a fait 2 séances de kiné par semaine, ce qui lui a permis de marcher à 20 mois. Et entre-temps, elle avait eu besoin aussi de quelques séances d'orthophoniste pendant plusieurs mois, parce qu'elle avait du mal à percuter comment fonctionnait sa bouche, où était sa bouche, elle la sentait pas, et elle avait toujours la langue dehors parce qu'elle a une macroglossie, c'est une grosse langue. Voilà. C'est plus joli que de dire grosse langue. Je connaissais pas ce terme. Ouais, moi non plus avant, je te rassure. Et du coup, donc, à un moment, on est monté à 3 soins par semaine. Et en fait, ça, on a pu le gérer sans trop bousculer nos agendas, parce que ma compagne avait prévu un congé parental de 2 ans. Le congé parental, il était prévu parce qu'en fait, pour le premier, elle se rendait pas bien compte de ce que ça allait donner, et en fait, notre fils, on l'avait posé à la crèche à 2 mois et demi, vraiment, qui est le temps du congé mat classique. Au final, moi, j'avais pu passer pas mal de temps en congé mat avec elle, et puis pour mon fils, et puis les 9 premiers mois de mon fils, au final, je les ai fait avec lui, puisque j'étais au chômage pendant cette période-là. Okay. Et je le mettais quand même à la crèche une partie du temps, mais c'était principalement les après-midi, quoi.
Et je passais pas mal de temps avec lui, donc c'était cool. Et elle a vu à quel point c'était cool de faire le congé maternité ensemble et de passer du temps derrière avec son gosse. Et du coup, pour notre fille, elle voulait pas la reposer à 2 mois et demi. Elle voulait passer du temps avec. Et puis au final, au niveau de son taf, c'était aussi un peu moyen niveau ambiance. Donc bon, elle se dit, on fait d'une pierre deux coups. Ouais. Donc le congé parental, on l'avait déjà dimensionné avant même de savoir pour notre fille les soins qu'elle allait être nécessaires. Et on avait mis 1000 balles de côté pendant 1 an et demi, tous les mois. Ok. Ouais. Ce qui est, j'imagine, vu un des résultats du fichier Excel. Bravo. Ouais. C'est pour cette gestion au cordeau. Mais j'allais dire, c'était nécessaire aussi, vu tu parlais d'indemnité du congé parental qui est vraiment ridicule. C'est moins de 400 € par mois. C'est ça, j'allais dire autour de 400, c'est ça. Ouais. Moins même. Ouais, je crois que c'était 367 ou un truc comme ça. Okay. Je l'ai plus en tête. Ça incite pas vraiment à y aller. Ça donne pas envie en termes de rémunération. Et puis, il y en a à qui ça peut convenir parce que des fois, au final, il y a des situations qui font que c'est encore pire. Tu vois, typiquement, si t'as 3 enfants d'un coup, là, pour le coup, c'est presque t'es obligé d'avoir un des deux qui s'arrête de travailler, donc autant avoir une rémunération par ce biais-là, quoi. Après, au final, elle voulait vraiment profiter de sa fille, quoi, et puis passer des moments cool, et ça a été largement tronqué par cette gestion médicale. Ouais. Et aussi, l'autre problème lié à ça, c'est que au-delà du suivi hebdo, il y avait des spécialistes à voir quand même pour se dire la lipotonie c'est une cause, mais c'est pas un symptôme. Enfin, c'est un symptôme, mais c'est pas la cause. Ok. Et du coup, il y avait une recherche de pourquoi du comment, quoi. Pourquoi il y a cette hypotonie là. Et donc on a vu différents spécialistes, enfin ma compagne a vu différents spécialistes qui, comme leur nom l'indique, sont des spécialistes et spécialistes d'un organe. Et en fait, ma compagne était le taxi pour l'organe qui lui amenait, et puis il lui parlait avec du jargon médical qu'elle devait retranscrire derrière à la pédiatre et aux équipes de suivi, parce que en gros, ils faisaient pas forcément ce travail-là. Et quand tu vois ta fille pendant 1 an et quelques être traitée comme un sujet médical où tu ingurgites des informations médicales, tu la ressens, tu vis avec elle comme un sujet médical. Ah oui. Et du coup, t'es pas dans le kiff. T'es pas dans le lâcher prise. Alors que notre gosse, putain, qu'est-ce qu'elle est cool. Qu'est-ce qu'elle est fun. Elle me saoule, parce qu'elle a une énergie de dingue, mais qu'est-ce qu'elle est rigolote. Et puis en plus, mais tu veux dire, de ce fait-là, elle devenait plutôt un sujet, un sujet malade, quoi. Finalement. C'est ça. Et puis on voyait pas la petite fille super cool qu'il y avait derrière, quoi. On se disait toujours, là, faut penser à faire ça, là, stressé parce que tu sais pas au final derrière quel est le prochain rendez-vous que tu vas faire. Et des rendez-vous spécialistes, on en a eu jusqu'à ces 3 ans, je crois. Donc de plus en plus étalé, mais ouais, on a fini par faire un bilan génétique pour voir que, en fait, comme sur tout le reste, tout va bien. Mais pourquoi ? On va s'arrêter là. On a fait le max, on n'arrive pas à savoir pourquoi. C'est là, elle évolue bien, point. On arrête de se prendre le chou. Et au-delà de ça, en plus, jusqu'au 1 an de notre fille, on n'avait pas de recul sur ce que c'était, et on se demandait avec ma compagne se demandait, et quand elle me l'a dit, je me suis aussi stressé, on savait pas si ça pouvait être dégénératif. Et du coup, au final, tous les efforts mis, est-ce que ça allait faire quand même de notre fille une fille dans un fauteuil roulant à 4 ou 5 ans? Faut le supporter moralement, ça. Et donc, c'était une épée de Damoclès, et ça avançait pas, et on savait pas, et puis on avançait à l'aveugle complet, quoi. Donc ça pesait. Au-delà de ça, en parallèle, donc maison en travaux, avec tout le stress que ça demande, tout le taf que ça demande. À la base, ça devait être un rafraîchissement. Au final, ça se transformait en des trucs, des chantiers de plusieurs semaines à chaque fois. Et donc des sous à dépenser. Vous en aviez beaucoup sur le paletot, là, j'ai l'impression. Ouais. Oh, t'inquiète, il y a eu d'autres trucs. On a eu 2 voitures qui ont décédé entre-temps aussi.
Donc entre les travaux qui financièrement étaient pas forcément prévus avec le cadre, parce que oui, ce cadre-là faisait que financièrement on n'était pas à fond, et puis là on a dû dépenser des sous pour les travaux qui étaient plus gros que ce qu'on avait prévu, donc on n'avait pas la même enveloppe pour faire la même chose. On a donc sur 2 ans et demi, je crois, eu 2 bagnoles différentes donc qui ont clamsé. Du coup, on a dû ressortir pareil plusieurs milliers d'euros. Donc autant dire que les 18 000 euros, ils sont partis très vite, pas dans nos poches. Ouais. Et on s'est retrouvé dans une situation financière précaire. Enfin précaire. Je peux pas me plaindre de ma situation puisque. Non, mais en fait, peu importe. C'était la galère. C'était la galère par rapport à ce qu'on avait à l'habitude. Et on n'avait pas l'impression d'avoir un niveau de vie extraverti. Mais on s'est retrouvé avec des découverts de plusieurs milliers d'euros alors que ça nous était jamais arrivé. T'écouteras Histoire d'argent et tu te rendras compte qu'en fait, la précarité, en vrai, c'est souvent relatif. C'est pas que c'est dans la tête parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très précaires, mais il y a des gens qui sont très pauvres, qui ont pas beaucoup d'argent, mais qui ne s'en font pas et qui vivent avec et qui vivent très bien avec. Ouais. Et il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont hyper stressés parce que juste c'est une peur et que c'est un état d'esprit, que c'est des choses qui viennent nous taper nous directement et qui viennent altérer notre quotidien, quoi. Ouais. Et je parle pas de la grande précarité, genre des gens qui sont dans la rue, quoi, tu vois, parce que ça c'est encore autre niveau. C'est encore autre chose. Mais en tout cas, la perception, elle est toujours très très différente en fonction des gens. Ok. Et à côté de ça, votre fiston là, qui a donc 2 ans de plus que ta fille, c'est ça? Qui j'imagine, lui, il avance. Trouver sa place. Il avance un peu tout seul. Enfin, tout seul, oui et non. Enfin, techniquement, on est là à côté, mais. Ouais, c'est plus compliqué d'être dans le partage avec lui. En fait, lui, jusqu'à ses 2 ans, de toute façon, mais c'est que des moments de kiff, que une perle, enfin, je dis ça après, ma compagne me dira, oui, tu te rappelles quand on faisait des tours de quartier pour l'endormir en écharpe, et que quand qu'il s'endormait, que tu faisais quelques tours de quartier de plus pour être sûr qu'il soit bien endormi, et qu'au moment où tu passes le palier, il se réveille, ça, en fait, je l'ai pas oublié techniquement, mais le ressenti vénère, parce que des fois ça te fout vénère quand même quand t'es fatigué. Bien sûr. Ça va. Ouais. Ça va. Ça, honnêtement, c'est anecdotique. C'est anecdotique, mais ouais, le pauvre là, il s'est pris 2 parents qui se sont sentis pas bien et stressés pendant plusieurs années et derrière à pas comprendre ce qui se passait, à voir une petite sœur arriver et au final se dire mais j'existe moi aussi là, coucou. Et donc forcément, il se manifestait un peu plus par d'autres biais et enfin nous on était crevés, pas forcément autant de patience qu'avant, donc tu te retrouves des fois à gueuler sur ton gosse qui a rien demandé. Vous en avez un peu parlé avec lui là? Ouais, plusieurs fois on a essayé de mettre des mots justement pour lui expliquer qu'on voulait que sa sœur avait un suivi particulier, mais que c'est pas pour autant on passait beaucoup de temps pour la gérer elle, mais que l'amour était partagé et l'amour n'est pas partagé, mais l'amour il est infini, il est dispo pour les deux et c'est pas ça. L'énergie et le temps c'est autre chose, mais l'amour est toujours là. L'autre coup, mon fils il m'a sorti une phrase. J'étais en train de boire mon café dans le salon et puis il était dans la salle à manger avec sa sœur. Il a dit à sa sœur, il y a pas assez d'amour pour nous deux. Au début, il y avait tout l'amour pour moi. Là, il y a tout l'amour pour toi. Si tu manques d'amour, je peux te donner tout le mien. Et ma sœur, ma fille qui dit, mais t'auras plus d'amour, toi. Voilà. C'est beau la candeur. Ouais. Bon, et toi dans tout ça? Tu fais le bonhomme jusque-là? Ouais, je fais le bonhomme, ouais. Enfin, tu serres les fesses et je tank, ouais. Ouais, c'est ça, tu tankes, comme tu dis. Comme, ouais. T'encaisses. Mes parents, je les faisais péter un plomb quand j'étais plus jeune. C'est quand ils me disaient, ah ouais, mais t'es sûr que tu vas arriver à faire ça? Moi, je disais toujours, t'inquiète, je gère. Dans 3/4 des cas, si c'est pas 90%, je gérais que dalle. J'avais juste envie d'y aller. Et puis de le faire, et puis si jamais je galérais, m'adapter. Là, j'ai pas dit t'inquiète, je gère. J'ai géré. J'ai juste fermé ma gueule et j'ai avancé parce qu'il fallait.
Il fallait tenir pour ma fille. Il fallait tenir pour mon fils. Il fallait tenir pour le foyer. Et à un moment, quant au taf, en plus, là, moi, j'ai changé de poste dans mon propre métier, donc un poste où au final j'ai fait mes preuves par mon expérience, mais j'ai pas de diplôme à côté. Et j'ai fait mes preuves même bien, tu vois, et c'est bien reconnu, sauf que je suis ressource unique sur ce que je fais. Et je me suis retrouvé stressé parce que c'est un truc qui est vachement porteur ce que je fais. Et tout le monde en voulait, et donc du stress en plus de ce que j'avais déjà à la maison. Et là, du coup, en fait, depuis la rentrée, il y a plein de, c'est un gros saut que je fais par rapport à toutes les choses et tout, mais là, depuis la rentrée, donc depuis septembre, ma fille maintenant, elle est en moyenne section. Sur la petite section, elle faisait 4 matinées par semaine. Elle faisait lundi, mardi, jeudi, vendredi en matin, pour justement avoir ses soins et puis pour se reposer suffisamment après. Il faut savoir qu'elle a un dossier MDPH, donc la maison départementale du handicap, payée certainement pour personnes handicapées. Et du coup, donc il y a par rapport à ça, par rapport à la réduction du temps de travail, par rapport au coût des soins qui sont pas toujours remboursés, il y a une aide financière qui nous a permis aussi de nous y retrouver un peu plus. Depuis ma compagne a repris le travail, je fais une longue digression, c'est débile. Et donc il y a tout plein d'adaptations qui sont liées justement à ça. Donc c'est pour ça qu'elle a pu faire justement que les matinées sur sa petite section pour qu'elle prenne progressivement le pli de l'école. Moi, une section, comme je te disais, là, elle évolue très bien. Les retards qu'elle a encore en psychomote et en orthophonie, c'est plus de l'ordre de la marge. Peut-être un peu plus appuyé, mais en gros, d'un enfant à un autre, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer à cet âge-là. Mais en gros, ça se voit pas tant que ça. Et si tu le sais pas, ça se voit pas. Ouais. Si tu la chopes sur un moment, elle est fatiguée, tu vas le voir. Mais si tu la vois une fois, il y a quand même de bonnes chances que tu vois juste une petite fille délire qui a une sacrée personnalité. Quelle tête de mule. Bref. Et du coup, je disais ça parce que donc là, elle est repassée maintenant en 4 jours pleins par semaine. Donc il y a juste le mercredi qu'elle fait pas. Et donc c'est un peu une reprise du quotidien, un peu plus light pour nous, quoi. Et puis ma compagne a augmenté son temps de travail, du coup la rémunération est meilleure. Moi sur mon poste, je l'ai bien ancré, je l'ai bien pris, donc c'était plus stable, même si la charge était un peu lourde. Donc j'avais moins cette gestion à faire. Sauf que qu'est-ce que tu fais quand tout ce qui quand tout ce que tu gérais, tout le stress que tu gérais, tu l'enquillais, et qu'est-ce qui se passe quand tu relâches? T'exploses. Ça pète, hein, c'est comme un élastique. C'est ça. Tu le temps. C'est ça. Et au final, ce qui est normal aussi, ce qui est humain, c'est que ça a craqué au moment où au final on avait le droit de souffler, la possibilité de souffler. Et on n'avait plus tous ces il faut que, ces je dois, etc. Et on pouvait relâcher ça. Et à un moment, je me suis pris le choix avec ma compagne sur un truc mais débile, quoi. Mais normalement ça passe, mais il y a rien, quoi. Il y a rien du tout dans le fond. C'est rien du tout. Et j'étais dans le trop plein, dans le j'y arrive plus, je suis fatigué, je suis tendu, je suis une bombe à retardement. Je suis arrivé, j'ai donné un énorme coup de poing dans la fenêtre de la cuisine et je l'ai explosé. Et colère là qui sort. Ah là, oui, c'est la violence qui exprime, la colère qui s'exprime par la violence, la colère accumulée, ouais. Et ouais, du coup, t'es pas le premier gars qui m'explique qu'il va se péter. J'imagine en plus que tu t'es blessé. Ouais, mais là, honnêtement, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de temps d'en couper ou quoi, j'ai juste eu 2-3 points, la peau qui s'est ouverte, et franchement, ça va. Les mecs qui tapent dans les murs. Ouais, ça, je faisais les murs avant parce que ça, c'est moins chiant à réparer. Ouais, ça te casse quand même la main, quoi, si tu te démerdes mal, mais. Ouais, c'est vrai.
J'avais fait le placo. Bah, tu vois, je te disais que j'avais oublié des trucs avec mon fils. Ouais, bah, un des premiers trucs quand j'arrivais pas à gérer, c'était le stress. Le stress et pan, un coup dans le placo, encore dans la cuisine, pauvre cuisine. Et ouais, là, on était en loc. Avant de partir, j'avais dû tout reboucher, remettre du papier peint. Faut s'acheter un sac de sable, Ludo. Ouais. Un bon sac de sable. J'avoue. Tu vas taper dedans, là, tu vas dans le garage, tu vas taper dans ton sac de sable. Ma mère me disait ça quand j'étais gamin, que j'aurais dû avoir ça. Ouais. Mais ou alors, un ouais. très bon truc qui peut marcher aussi, c'est un paquet de coussins et tout, genre d'oreiller, machin. Ouais. Et puis tu prends une batte de baseball ou un truc et tu tapes dedans à fond, quoi, en hurlant. Ouais. Ou je vais faire une rage room. Ou tu vas faire très dur qui est c'est ces trucs où tu vas tout casser, c'est ça. Mais t'es même pas obligé de casser des trucs, tu peux juste taper dans un sac de sable, hein, ça marche bien. Ouais, c'est vrai. Et ouais, voilà, du coup là moi à ce moment-là, donc là tu casses tout, quoi. J'ai explosé la vitre, j'ai la main en sang, je prends du sopalin ou je sais pas quoi, que je m'entoure autour de la main parce que ma compagne était allée dehors parce qu'elle était vénère aussi. Et je lui ai dit bon écoute, j'ai pété la vitre là, je crois que je vais devoir aller à la clinique. Et puis moi, pop, je prends mes sopalins, je cautérise comme je peux, là je tiens le truc, et puis je vais nettoyer le verre, quoi, parce qu'il y a du verre qui est pété par terre et que j'ai pas envie que les gosses se fassent mal. Puis ma compagne me voit, elle me dit mais qu'est-ce que tu fous là? T'as la main en sang là, mais t'es débile. Et c'est quoi la prochaine étape là? Tu vas me taper moi, tu vas taper les gosses, alors que honnêtement ça m'a fait mal d'entendre ça. Je comprends sa réaction, mais ça m'a fait mal d'entendre ça parce que ça me rendrait malade de m'imaginer faire ça. Ça me rendrait, mais ça me donne envie de gerber de penser à lever la main sur mes gosses avec la violence que j'avais là. Tu comprends qu'elle ait peur de ça à ce moment-là. Et puis elle me dit, tu dégages de la maison. Et là, moi, je me dis, mais comment je vais faire? Elle t'a foutu dehors. Elle m'a foutu dehors. Et du coup, j'ai logé chez des potes pendant 2 semaines. 2 semaines? Ouais. Elle avait peur à ce point-là? Ouais. Et puis elle était paumée. Parce que, elle aussi, hein, les a bouffés les 4 ans de merde, hein, oui. à gérer. Et de voir... Après, elle me le disait aussi... ça fait partie de mes notes, ça. Elle me disait souvent que j'avais un côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Ah. Dr Jekyll avec les gosses, parce que justement, quand t'es dans le il faut que, tu veux faire de la gestion, sauf que les enfants, ça veut faire ce qu'ils veulent aussi. Hein, et toi, quand ils font pas ce que tu veux, tu t'énerves, tu leur dis putain, mais fais ça, là, vas-y, Anki, sérieux, qu'est-ce que tu fous? Et puis t'es vénère contre eux, quoi. Alors que les pauvres, ils mènent leur vie de gosse, quoi. Et puis le Mr Hyde, c'était une fois que les gosses sont couchés, moi, je suis très tactile, du coup, je me colle pour un câlin avec ma copine, et puis elle me dit, mais non, en fait, moi, j'arrive pas, tu vois, là, le transfert entre les deux, là, la transition entre les deux, c'est juste pas possible. Et donc, ça faisait quelque temps qu'elle surveillait mon Dr Jekyll. Et puis ton Mr Hyde plutôt. Ah ouais, je suis plutôt désolé. Mr Hyde le méchant, je crois. Ouais. Bon, désolé pour Jean-Michel à moitié. Je l'avais. Jean-Michel à moitié. Je crois que les gens ont corrigé. Ouais, c'est ça. Donc mon côté maléfique comme ça, c'est plus facile. Mon côté tendu, énervé, elle le surveillait. En fait, elle était toujours en surveillance avec ce côté. Il faut que je protège mes enfants si jamais il est pas bien, ou il faut que je vois avec les enfants pour que lui ne se tente pas et qu'il aille bien. Et en fait, elle était dans l'accompagnement en permanence, et puis elle-même aussi, elle pensait pas elle en faisant ça. Vous en avez parlé, ça, tous les deux, en thérapie ou un truc comme ça? Ouais, là depuis que c'est arrivé tout ça, ouais, on en a bien parlé. Vous avez bien bossé? Ouais, il y a eu du taf, hein, il y en a encore. Et moi, j'ai bien bossé aussi en thérapie individuelle. Et du coup, donc là, elle a, en fait, juste ce qui lui a vraiment fait peur là ce coup-ci, c'est que elle l'a pas vu venir. Elle m'a pas vu péter, parce que comme je te dis, c'était une engueulade de merde. Il y avait rien du tout. Et donc j'ai explosé, et elle a eu peur, quoi. Donc 2 semaines chez des potes. La première semaine, pendant 2 jours, j'essayais encore d'aller au taf, et puis je me rends compte qu'en fait j'ai pas envie, quoi. Et ça faisait déjà quelques temps que j'étais dans un peu, j'ai pas envie,
pas l'énergie. Ouais, je suis allé voir le généraliste, j'ai fait... je vais raconter un peu... voilà tout ce qui m'est arrivé sur les 4 dernières années. Ça fait un peu beaucoup pour un seul homme, monsieur. Oui. oui, je conçois. Je conçois. Il y a un piano, putain. Bon, écoutez, il y a peut-être... C'est une interview YOLO, donc... Pardon Ludo, t'étais en train de parler de ta dépression et de burn-out, et en fait, ça va être accompagné par un petit air de piano au fond, quoi, tu vois. Ouais, mais ça, c'est l'ambiance. C'est les aléas des interviews, parfois, ça se passe comme ça. Donc ouais, tu disais que t'as fait beaucoup de taf, c'est ça? Sur toi. Ouais, beaucoup de taf sur moi, beaucoup de taf en couple. Je sais plus où c'était parti, juste là. Que tu t'es fait arrêter par ton généraliste. Ouais, je me suis fait arrêter par mon généraliste. Il me disait que ça faisait beaucoup. Et du coup, là, moi, j'ai lâché. J'ai dit, faites dites-moi ce qu'il faut faire, quoi. Je me laisse guider parce que là, à un moment, quand t'as décompensé comme j'ai fait là, à un moment, tu gères plus rien, quoi. Et t'as besoin qu'on t'aide à gérer. Elle m'a dit, là, je pense que ça pourrait vous faire du bien, des antidépresseurs. Et je vais vous arrêter 2 semaines pour commencer. Et puis je dis ouais, go. Après, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser parce que en fait, j'étais assez réfractaire à ça, même si j'ai vu ma compagne en prendre aussi par le passé, parce qu'elle en avait besoin à ce moment-là. Mais j'ai été réfractaire. J'avais déjà commencé de la thérapie. Je faisais déjà de la thérapie depuis les 6 mois de ma fille, parce que c'est quand même quelque chose à encaisser. T'as besoin de te faire accompagner déjà. Mais les médocs, j'avais jamais voulu. Et là, j'ai tout lâché. J'ai fait, c'est bon. Je suis plus responsable là-dessus, donc prenez, faites. Okay. Faites et dites-moi ce qu'il faut faire et j'y vais. Ok. Donc j'ai pris. Oui, désolé. Ouais, t'inquiète. J'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Je me suis fait arrêter 2 semaines pour commencer. Ce qui s'est prolongé au final en 2 mois. Ok. Comment t'as renoué avec ta femme? Oui, c'est vrai que tu vas cash, mais bon. Je suis pas là pour, tu vois. Pour enfiler des perles. Bah oui. Je suis rentré à la maison, mais au bout de 2 semaines. Mais quand je suis rentré à la maison, je sais plus combien de temps exactement ça a duré. C'était il y a quelques mois à peine, mais c'est pareil, il y a des choses qu'on occulte. Je pense que pendant un bon mois, c'était quasi. Après, il y a plein de trucs. J'ai pas envie de rentrer dans le détail au milieu, mais pendant un bon mois à peu près, c'était quasi. On pouvait pas être dans la même pièce en même temps, et même le fait que je sois dans la maison, ça la stressait. Et elle était pas bien. Donc en fait, on alternait 1 soirée sur 2 à gérer les enfants, et moi, quand j'étais tout seul à la maison parce que j'étais arrêté, je gérais soit les enfants, soit tout ce qui était tâches ménagères et tout, pour que ça puisse rouler et gérer un peu le quotidien, quoi. Elle a toujours peur de toi? Non. Ta compagne? C'était pour ça qu'elle voulait se casser, ou alors c'était pour te... Elle avait eu, on va dire que la peur, le sentiment fort de peur qu'elle a eu, je pense qu'il a dû durer 3 semaines, 1 mois. Après, c'était plus le fait, je pense, je parle pour l'impression que j'ai en tout cas, le fait que, on en a parlé, mais le fait qu'elle était perdue avec moi, et elle se disait que en fait, j'ai pété là, mais ça faisait déjà quelques années qu'elle me surveillait, qu'elle me disait que j'allais pas bien, qu'elle voyait que j'allais pas bien, et que moi je voulais pas prendre les antidépresseurs, je voulais pas être un peu plus dans le... Tu voulais gérer comme un bonhomme. Si tu savais à quel point j'en ai rien à foutre des stéréotypes, Mathis, celui qui porte tout sur ses épaules. Non, mais je comprends. Mais en fait, en attendant, c'est quand même ce que tu faisais, tu vois, c'est-à-dire que tu prenais pas soin de toi pour faire en sorte de gérer, quoi. C'est ça. Je te dis pas que je te dis pas que t'avais envie d'être dans le cliché, je te dis juste que tu finissais par l'être. Oui, c'est vrai. Par défaut, parce qu'en fait, on est tous élevés dans des stéréotypes et dans des trucs, et même si tu veux il faut tenir le foyer, il faut pas pleurer, il faut ceci, il faut cela, et puis au final on se met tous dans des carcans à la con. Exactement. Et puis on n'avance pas dans notre propre vie, quoi. Ouais. Alors que c'est ça qu'on veut, c'est juste aller vers qui on est, et vers le plus de liberté possible par rapport à tout ça, que effectivement, comme tu dis, des carcans parfois ça enferme, et c'est ça. Ça empêche d'être soi-même, quoi. Ouais. T'as eu du mal à...
Comment t'as fait pour aller chercher cette vulnérabilité-là auprès de ta femme? Pour lui expliquer ça? Ça a dû être dur, non? Pour lui expliquer que j'allais pas bien. Que t'étais au bout. Que j'étais au bout. Bah, elle l'a vu. Elle le savait déjà depuis quelque temps que j'étais vraiment pas bien. Et là, elle l'a vu. Et puis, en fait, à ce moment-là, je peux pas lui en vouloir, mais elle-même se sentait un peu coupable par moment de pas être là pour m'accompagner aussi dans le fait que j'aille pas bien, parce qu'en fait, elle m'avait déjà accompagné. Et c'est moi qui ai fait que, en fait, touche le fond mais creuse encore, quoi. Donc ouais, elle a déjà tenu. Mais en plus, elle culpabilisait. Elle a déjà tenu 2-3 ans à me soutenir, à m'aider à être bien. Sauf qu'en fait, j'étais tout juste à la surface de l'eau et que derrière, je cherchais pas à faire mieux parce que au quotidien, ça va. Ouais, mais ça va aussi parce que derrière, elle gérait. Et elle, qui prenait soin d'elle? Ou qui prend soin d'elle encore? Parce que c'est peut-être encore actuel. Elle a réussi depuis là, c'est pareil, elle s'est orientée depuis, elle a changé de métier et du coup elle est beaucoup plus épanouie dans ce qu'elle fait. Elle a réussi à trouver des temps pour elle et en fait elle a décidé de prendre soin d'elle elle-même et de plus être dépendant des autres. Et c'est aussi ça, un des trucs, on en a discuté récemment là avec elle et elle me disait que jusqu'à il y a peu, elle avait l'impression qu'en fait, on n'était qu'une seule entité. Et un couple fusionnel, c'est ça. Un couple finalement. C'est ça. Et que en fait, elle s'est rendu compte que non. Et quand t'as des fonctionnements liés à un truc que tu crois dur comme fer et que tu les changes, c'est compliqué. C'est compliqué et du coup après ça faisait quelque temps déjà qu'elle prenait le temps elle aime beaucoup dessiner, la création, elle aime beaucoup ça faisait déjà quelque temps qu'elle s'était déployée là-dedans, qu'elle prenait des temps pour des fois aller juste dans le métro dessiner les gens pendant toute la journée. Ah ouais, cool. Ouais. Ok. Ou alors aller à un festival dans un patelin paumé, mais qui est une sorte de tiers-lieu, tiers-lieu entier, avec des trucs de culture dans tous les sens, avec des personnes engagées dans tous les sens, de la discussion, de la pluralité. Et c'est, en fait, elle s'est fait elle a suivi ses ressentis et elle s'est pris ses moments pour elle, pour kiffer, quoi. Et elle arrivait à faire cohabiter ça avec son rôle de maman. Toi, de cette là, tu t'occupais des mômes pendant ce temps-là, c'est ça? Sur ces périodes-là où elle prenait les temps pour elle, ouais. Je gérais les enfants. Mais en fait, elle me disait en gros, j'ai besoin de ces temps-là pour penser à moi, pour aller bien aussi. Et prends-en toi aussi. Et moi, je disais, oh, t'inquiète, je gère. Enfin, en gros, c'était ça. Je le disais pas, mais c'était l'idée. Et je me disais que ça allait aller, mais que mon cas était pas si pire, quoi. Et donc, ouais, elle a pris soin d'elle, elle me surveillait pour pas que j'explose aussi avec les enfants et moi, de mon côté, j'avais la tête dedans, je voyais rien et je faisais pas gaffe. Et j'ai des collègues qui m'ont dit, là, quand je les ai revus récemment, t'as l'air d'aller mieux. Avant, t'avais la tête dans tes pieds et t'avançais et tu cherchais pas et t'étais à côté de tes pompes. Pas forcément dans mon taf, mais plus par rapport à mon énergie à moi, par rapport à comment je pensais à moi. Et ce coup de poing, là, dans cette vitre, et le fait qu'elle t'ait foutu dehors pendant 15 jours, etc., ça a été un peu le déclic, tu crois? C'est l'électrochoc complet. Ouais. Mais c'est le fait qu'elle m'ait foutu dehors qui est l'électrochoc. Parce qu'elle t'a dit, mec, j'ai peur de toi. Enfin, t'as senti qu'elle avait peur de toi à ce moment-là. Ouais. Et j'ai senti aussi que j'étais en train de foutre ma vie en l'air. Enfin, de foutre ce que j'avais construit en l'air. Et moi, sur les premiers temps, clairement, j'étais dans le vite, il faut rattraper, un peu comme j'ai nettoyé le verre brisé. Mais bon, on va dire que on va reprendre l'image du verre brisé. Là, j'ai essayé de recoller les morceaux et je disais non, mais je t'aime, faut que ça aille et tout. Et puis elle me disait mais tu te rends compte de ce que tu me dis là? C'est pas le moment, quoi. Enfin, là, moi, je sais pas ce que je veux, là. Enfin, franchement, t'as vu ce qui se passe, t'as vu comment on fonctionne depuis 4 ans, c'est dysfonctionnant, quoi. C'est juste pas possible.
Et je courais après ça pendant pas mal de temps là. Pendant 2 mois, j'ai couru après ça. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois, j'ai dû courir après ça. Et puis à un moment, je me suis dit, ok. Enfin, j'ai pas mal travaillé avec ma psy, mais elle m'a dit, faut penser à vous. Il faut être aussi égoïste pour pouvoir être bien. Et c'est un peu aussi un message de base sur les parents. C'est si les parents vont pas bien, c'est compliqué derrière d'être bien avec ses gosses, quoi. Et si t'es bien, tu peux délirer avec tes gosses, passer des bons moments et tout. Et là, elle m'a dit, écoutez, là, vous avez des problèmes avec votre compagne, vous avez travaillé votre partie de responsabilité, parce que là, moi, j'ai vraiment tenu à me dire, j'ai fait de la merde, j'assume. C'est pas le côté je gère ou quoi, ou je suis un bonhomme ou quoi, c'est vraiment, je me dis, tu fais de la merde, t'assumes. Tu vas pas revenir en arrière, tu vas pas porter la faute sur quelqu'un d'autre parce que la faute, elle est sur toi. Et que, en soi, à chercher dans l'autre sens, tu vas juste t'enfoncer encore plus. Donc là, je me suis dit, j'assume. Très important de prendre ses responsabilités. Hein. Ouais. Et je pense que pour le coup, c'était réellement important que je fasse ça. Et du coup, derrière, elle m'a dit, ma psy, là, c'est bon, vous avez pris vos responsabilités. Là, il y a aussi des blessures qui restent du côté de votre compagne qui ne sont pas à vous de gérer. Et concentrez-vous sur vous. Et du coup, j'ai passé aussi un peu plus de temps sur des jeux vidéo avec des copains pour aussi discuter, me détendre, être vraiment tranquille. Et puis je sais que à ce moment-là, je me disais, je sais pas ce que j'aime. Et quand tu sais pas ce que tu aimes, c'est que tu te connais pas tant que ça. Et je me suis dit, si je sais pas ce que j'aime, je vais tester. Et là, je sais que j'ai organisé là une raclette avec des anciens collègues que je vais voir là ce week-end. J'ai été faire différents ateliers philo. Bon, c'était pas forcément présenté comme ça à la base, mais en gros, c'était des discussions de groupe avec des personnes. C'est pas forcément les alcooliques anonymes. Bonjour, je m'appelle Ludovic, etc. Bonjour Ludovic. C'est vraiment voilà. Quoi. C'est ça le thème. Et puis là, le premier thème en plus sur lequel je suis tombé, c'était pourquoi faut-il s'aimer soi-même? Ah ouais, il y avait du rien n'arrive par hasard. Hein. Il y avait du matériel. Donc je me suis expérimenté à ça. Demain, là, je vais voir une pièce de théâtre qui me fait bien délirer au niveau du résumé. J'espère que ça sera à la hauteur de ce que j'attends. Après, sinon, tant pis, ça sera cool déjà. Je vais faire des parts de collègues, des trucs comme ça. Là, concrètement, l'an dernier, le nombre de temps que j'ai pris pour moi dans l'année, je pense, doit se résumer au nombre de 2, un truc comme ça. Et je compte des fois même des temps de travaux comme des temps pour moi. Oui. C'est pour te dire. Là, sur le mois, j'en ai pris 7 ou 8. Bon, je vais quand même un peu ralentir parce que derrière, il faut aussi qu'on soit 2 parents en même temps. Ça peut être pas mal. Ouais. Mais là, j'explore, je teste. Il y a des trucs, ça va me plaire, il y a des trucs, ça va pas me plaire. Et puis, je vais en tester d'autres. Et puis, je vais garder ce qui me correspondra. Ah, bravo pour ce travail. C'est pas facile. Hein. Et c'est tout un cheminement de réussir au final à sortir de la culpabilité. Sans quand même se désolidariser de la culpabilité, de la responsabilité. Merci, je l'avais plus. Et puis après, réussir à penser à soi. Et c'est depuis au final que je pense à moi, que je suis plus apaisé par rapport à mes choix. Et il y a aussi une question de confiance en soi. Je sais plus de ce qu'on disait tout à l'heure qui me faisait penser à ça, mais là, en gros, la confiance en moi, c'est au lieu de me dire là, ouais, j'ai fait ça, ouais, c'est bien, et tout, c'est cool, c'est ok, épaule haute, tête en avant, puis voilà. Ouais. Tu vas, tu dis pas, ouais, j'ai fait ça, mais bon, je l'ai fait en 5 minutes. Ouais, tu l'as peut-être fait en 5 minutes, mais parce que t'as l'expertise du truc. La personne en face de toi, peut-être qu'elle aurait même pas su le faire. Et au final, tu prouves ta valeur, tu sais ta valeur. Et si tu sais ta valeur et que tu te vends et que t'es pas juste dans le show-off, dans le démonstration. Merci. Dans la démonstration. Que t'es pas juste à te la péter, mais que tu dis juste sereinement, voilà ce que j'ai fait, voilà comment je fais les choses. Et en fait, être clean, mais je suis tellement plus ancré maintenant par rapport à tout ce que je fais,
que en fait j'ose beaucoup plus de choses et puis des fois ça répond. Tu vois, je t'avais dit là en réponse quand je t'ai envoyé le mail, là, je t'avais envoyé un mail. Honnêtement, je me suis dit, mais le pauvre, il va se prendre un mail d'un gars qui veut dire merci d'être aussi bienveillant et tout dans les discussions avec les darons. Ça me permet aussi de prendre du recul par rapport à mon rôle, de voir comment tout ça se fait. Et je me suis dit, mais ouais, jamais il lira ça. Il va lire en travers. Et que tu me répondes, moi je me suis dit trop cool, il a répondu et tout. Enfin bon, moi je l'avais envoyé en bouteille à la mer, mais en soi, que tu me dises en plus derrière sur le mois de janvier je vais être sur Toulouse, je me suis dit comme on disait tout à l'heure, rien n'arrive par hasard. J'ai osé alors qu'avant je me serais dit tu vas pas le déranger, il a autre chose à foutre et tout. Et j'ai osé dire si je peux partager ça peut être cool. Et en fait, là, maintenant, je suis beaucoup mieux avec moi-même. Bravo, Ludovic. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Si tes enfants écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire là ? Parce qu'ils vont écouter toute ton histoire. Là. Ouais, il y a beaucoup de raccourcis, mais je m'étais dit un truc. Hein. C'était quoi ? Les mecs qui préparent. Ah ouais, hey. T'as vu, j'ai pas sorti le téléphone. Bravo, merci pour ça. Je suis sûr que je vais me dire putain, mais j'ai oublié de parler de ça. C'était super. Oui, j'ai divergé en permanence. On a eu un peu de piano. C'était des conditions un peu chaotiques, mais c'est bien aussi. Du coup, pour répondre à la question, parce que bon, je sais pas dire oui ou non, hein, t'as remarqué. Pour répondre à la question, ce que je pourrais dire à mes enfants dans 10 ans. Ils auront 16 et 14. T'imagines ? Ouais, ça va être génial comme époque. Non, c'est tout le temps génial avec eux. Franchement, c'est tout le temps cool avec eux. Ne laissez personne vous dire qui vous êtes. Définissez-vous par ce que vous voulez être. Si les gens sont pas d'accord avec ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et ne laissez donc personne vous dire quoi faire. Pas même votre père, surtout pas votre père. Parce qu'il n'a pas été foutu de le faire pendant des années. Bah oui, et c'est ce que j'allais te dire, c'est que sans doute l'une des raisons pour lesquelles ils vont faire tout ça, c'est que sans doute tu sais beaucoup mieux qui tu es toi aujourd'hui. C'est ça. Que tu pouvais l'être auparavant, donc c'est cool. Ouais. Et j'espère vraiment arriver à leur donner les moyens de eux-mêmes faire ces réflexions et devenir des personnes dont ils seront c'est sûr et certain, fiers, puisque toi-même tu vas l'incarner. C'est clair et net, c'est même sûr. Ouais. Bravo Ludo. Merci d'être venu parler dans mon micro. C'est un grand plaisir. Un grand merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.